Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Merci d'abord à Jérôme Gargani, à Denis Hulmeau pour l'invitation, l'organisation, et merci à Pascal Noaki pour l'organisation aussi et l'aide. Voilà, je commence immédiatement. Dans cette intervention, je voudrais me concentrer sur le problème de la justification philosophique et du statut conceptuel et normatif de la liberté académique, en posant les bases d'une pensée dialectique, je vais expliquer un petit peu ce que j'entends par là, de ce principe, à partir d'une lecture des philosophies allemandes de la Bildung, reconstruite dans un contexte démocratique. J'aimerais défendre l'idée que la liberté académique repose sur un fondement philosophique autonome et un statut conceptuel spécifique dont la complexité dialectique peut être appréhendée par un modèle en spirale permettant d'articuler les pôles de tension de ce principe et les différents niveaux de mise en œuvre des droits et des obligations qu'il implique. Pour le dire en un mot ou en une image, je voudrais aboutir à la thèse que la liberté académique ressemble à une coquille d'escargot. Partons d'abord du postulat que la justification philosophique propre de la liberté académique repose sur la valeur ou le bien commun qu'elle a pour fonction de protéger et de garantir, la science ou la recherche scientifique de la vérité. D'un point de vue historico-philosophique, si la science moderne est une valeur cardinale des sociétés libérales, c'est-à-dire des sociétés fondées sur l'égale liberté des individus et des droits humains, n'est pas parce qu'elle serait le lieu de la vérité, un tel lieu n'existant pas, mais c'est parce qu'elle est censée réaliser l'idéal d'autonomie dans l'ordre du savoir. Dans la philosophie classique allemande de la fin du XVIIIe siècle, cet idéal renvoie au concept de Bildung, et plus particulièrement à l'idée d'une formation de soi de la liberté humaine par et pour la science, Wissenschaft, comprise comme un processus ouvert de recherche méthodique de la vérité et d'auto-justification critique et systématique des connaissances. Or, cet idéal de formation de soi implique une complexité et des tensions essentielles, et j'en repère trois, qui se retrouvent au cœur des premières justifications philosophiques de la liberté académique et qui appellent à une pensée dialectique de ce principe, c'est-à-dire une pensée qui s'efforce de faire tenir les oppositions qui en forment le sens. Emmanuel Kant, dans son écrit séminal Le conflit des facultés, publié en 1798, propose une refondation de la libertas philosophandi et une première grande justification épistémique de la liberté académique. Puisque le savoir est seul à pouvoir fonder sa propre légitimité, sa finalité interne et rationnelle doit primer sur les finalités qui lui sont externes. Il ne s'agit pas pour Kant de disqualifier tout usage instrumental des sciences par l'État ou la société, ce serait aussi illusoire qu'illégitime, mais il appelle à inverser l'ordre de préséance imposé par les autorités politiques et religieuses. C'est aux disciplines scientifiques fondamentales de juger et critiquer la validité des applications qui peuvent en être faites, plutôt que de se voir dicter des instructions hétérogènes et non scientifiquement fondées. L'espace de la critique scientifique n'est donc pas un espace vide de toute immixtion sociale ou politique, mais un espace de tension entre finalités internes et externes du savoir, tensions qui doivent être régulées par les communautés scientifiques elles-mêmes, par ce qu'il appelle le conflit des facultés. Il s'agit là d'un double paradoxe essentiel de la liberté académique moderne. D'une part, la science doit être libre de toute contrainte externe si elle doit être en mesure de servir le public, c'est-à-dire de l'éclairer. D'autre part, la science ne peut réaliser sa liberté critique qu'en intégrant réflexivement les conflits de finalité et d'utilité qui la saisissent. Poursuivant la réflexion, Johann Gottlieb Fichte met en évidence l'insuffisance d'une liberté académique prise au sens simplement négatif, d'une licence de dire ou faire tout et n'importe quoi sans avoir de compte à rendre. La liberté académique doit être contrôlée par une autodiscipline positive que se donnent les scientifiques eux-mêmes pour pouvoir d'abord libérer les étudiants et les futurs savants des influences idéologiques issues de leurs origines sociales, afin ensuite d'assumer positivement leur mission éducative et émancipatrice dans la société. Se dessine ici une autre tension essentielle. C'est pour mieux réfléchir et transformer la société que les universités doivent parfois s'en protéger et s'en distancier. Enfin, une troisième figure majeure de cette époque, plus connue, Wilhelm von Humboldt, conçoit une dernière tension interne à la liberté académique entre la revendication d'une liberté individuelle de la recherche solitaire ou indépendante et la nécessaire collaboration au sein des communautés scientifiques nécessaires pour la découverte infinie de la vérité.
Humboldt articule ainsi un principe d'indépendance des chercheurs, Einsamkeit en allemand, avec une autonomie institutionnelle de l'université dans son auto-organisation fondée sur la collégialité et sur les échanges d'une communauté de formation scientifique, non seulement entre enseignants de différentes disciplines, mais aussi avec les étudiants qui participent pleinement à la production des connaissances. L'esprit de la recherche, le concept de Forschung, comme tâche infinie et comme problème à résoudre, exige des enseignants et des étudiants qu'ils se mettent au service de la science et qu'ils soient ouverts les uns aux autres. Le lien essentiel entre recherche et enseignement, constitutif de l'université dite Humboldtienne, université qui a essaimé à partir des États-Unis et puis ensuite au niveau mondial, procède ainsi de la conviction que la science est une communauté interdisciplinaire et intergénérationnelle de formation, aussi bien des objets de connaissance que des sujets de connaissance. C'est le lien crucial que la liberté académique, c'est ce lien crucial entre recherche et enseignement que la liberté académique doit protéger et renforcer en garantissant la liberté de la recherche, la liberté d'enseigner et d'étudier, Lehrfreiheit et Lernfreiheit, et l'autonomie organisationnelle de l'université. Les trois tensions qui traversent les premières justifications philosophiques modernes de la liberté académique, de Kant à Humboldt, tension donc, d'une part, entre finalité interne et externe du savoir, entre ouverture et fermeture de la communauté universitaire, entre indépendance individuelle et autonomie collective. Ces trois tensions appellent à une conception dialectique de cette liberté pour penser ensemble les pôles de ces oppositions. Les philosophes de la Bildung ne se sont jamais contentés de revendiquer une liberté négative, préservant les scientifiques de toute interférence étatique ou religieuse. Ils ont pensé les conséquences sociales et politiques de la liberté du savoir dans un processus auto-formatif, individuel et collectif, qui se construit dans la communication entre l'université et son environnement social. Comme l'université est partie prenante du corps social, elle doit bien se positionner sur les intérêts et les conflits qui la traversent, tout en cultivant l'indépendance et la distance requises pour pouvoir les réfléchir et les critiquer plus librement. La liberté académique doit ainsi intégrer en elle les différents moments négatifs, positifs et réflexifs de la dialectique de la formation de soi de la communauté scientifique. Ce sont ces tensions dialectiques qui traversent et qui constituent la liberté académique depuis Kant et qui vont se transformer au XIXe et XXe siècle dans un contexte de démocratisation de l'université. Dans une tradition libérale qui va de John Stuart Mill à John Dewey, la justification épistémique de la liberté académique, donc la liberté par la valeur de la science, est alors prolongée et complétée par une justification démocratique, qui présente elle aussi à la fois un versant négatif, la liberté académique protège la démocratie contre le conformisme, contre la tyrannie de la majorité, et un versant positif, une science libre, participe à la formation critique du public. Cette double justification, positive et négative, est explicitement présente dès la déclaration de 1915 sur la liberté académique de l'AAUP, l'association américaine des professeurs d'université, association très importante dans la conception évidemment américaine de la liberté académique, mais qui a aussi beaucoup d'influence de par le monde, et dont John Dewey fut l'un des membres fondateurs. Je cite, « C'est parce que la démocratie court toujours le risque de conduire, je cite cette fois-ci, à une tyrannie de l'opinion publique, que l'université doit aider celle-ci à se former à l'autocritique et à la prudence, ce qui requiert une liberté académique pleinement respectée. » L'expertise fournit alors au gouvernement et au public ce que le juriste américain Robert Post appelle la compétence démocratique, qui justifie la protection constitutionnelle de l'université. De Kant à Dewey, les justifications philosophiques de la liberté académique en sont ainsi venues à combiner un principe d'autonomie épistémique, c'est-à-dire qu'il faut laisser au savoir la liberté de se former soi-même, et un principe d'autonomie démocratique. Il faut laisser aux sciences la liberté d'aider le public à se former soi-même. Or, ces deux principes de justification, s'ils se complètent et se renforcent, comme deux aspects de l'idéal d'autonomie, l'idéal moderne par excellence, présentent également une nouvelle tension entre égalitarisme démocratique et discrimination épistocratique. Une tension qui s'ajoute à celle qui avait été pensée par les idéalistes allemands et qui vient enrichir et complexifier
leur dialectique de la liberté académique. Cette tension nous conduit à revenir sur la question des relations entre liberté d'expression et liberté académique. Je crois que ça va être un point qui va être repris par Jérôme Heurtault, et sur la double exigence de les différencier et de les réarticuler dans un contexte démocratique. Sur le plan conceptuel, c'est bien dans son rapport à la vérité scientifique que la liberté académique se distingue de la liberté d'expression. En effet, la liberté d'expression entretient un rapport essentiellement négatif ou neutre à la vérité scientifique, une forme de suspension sceptique, sinon une relative indifférence, fondée sur la faillibilité des opinions exprimées, mais aussi sur une méfiance quant à la capacité des gouvernements et d'autres autorités à distinguer adéquatement le vrai du faux. Cet argument faillibiliste, qu'on retrouve d'ailleurs chez des auteurs fondateurs de la liberté d'expression comme John Stuart Mill et d'autres défenseurs du free speech, permet alors de justifier l'ouverture à l'expression publique d'une pluralité d'arguments indifféremment de leur valeur de vérité, de sorte que la liberté d'expression développe davantage une attitude pluraliste, voire relativiste par rapport à la vérité. Sur le marché des idées, chaque idée a le prix qu'on lui donne. Les limites imposées à la liberté d'expression ne sont pas liées au contenu épistémique, à la valeur de vérité, si vous voulez, des opinions en tant que telles, mais à leurs effets potentiellement nuisibles sur les droits des personnes, dans le cas par exemple des hate speeches ou des déclarations racistes qui contestent essentiellement l'égal droit des personnes à participer à une discussion pluraliste et doivent, à ce titre, être sanctionnés. Le pluralisme des opinions et l'égalitarisme des idées cultivées par la liberté d'expression fondent la légitimité démocratique de ce principe. Au contraire, ou par contraste, la liberté académique ne protège pas toutes les opinions indifféremment ou sans tenir compte de leur contenu et de leur valeur épistémique. La liberté académique entretient un rapport positif à la vérité, puisqu'elle exige de ceux et celles qu'elle protège un engagement sérieux dans la recherche de la vérité scientifique. Sur le plan épistémologique, il ne s'agit pas seulement de faillibilisme, comme dans la liberté d'expression, mais de falsifiabilité au sens large, pour citer un peu Popper, c'est-à-dire d'une disposition à se soumettre effectivement aux procédures collectives et aux contraintes disciplinaires de mise à l'épreuve de la valeur scientifique des énoncés proposés. En cela, la liberté académique développe davantage une attitude non relativiste par rapport à la vérité. Bien entendu, la dimension pluraliste ne disparaît pas, au contraire. Il est également essentiel à la circulation des idées et des arguments dans une communauté de recherche, mais elle est régulée par un pôle non relativiste, puisque le débat est orienté vers le meilleur argument et les propositions, les hypothèses, les énoncés sont sélectionnés selon les standards disciplinaires en vigueur dans la communauté scientifique en question, standards eux-mêmes susceptibles d'être mis en question dans la discussion entre pairs. C'est ce pôle non relativiste qui conduit certains auteurs, comme Pascal Andrel, à qualifier la liberté académique de liberté de savoir, liberté de savoir, entendant le savoir comme une opinion vraie justifiée ou comme une expertise. Précisons pour notre part que c'est bien le rapport à la vérité qui est positif dans la liberté académique. Ça ne suppose pas une conception positive de la vérité, une définition dogmatique de ce que serait la vérité en soi. Dans une conception faillibiliste et critique de la science, on en reste là, c'est la base, la vérité reste un X indéterminé, un idéal régulateur, un horizon pour la recherche. Mais cet idéal régulateur exige effectivement de s'efforcer sans cesse de faire la part du vrai et du faux, quoique cette recherche soit infinie. Les deux libertés, d'expression et académique, se distinguent donc dans leur rapport, soit neutre, soit plus engagé, à la vérité scientifique, mais aussi dans leurs moyens d'organisation et de protection. Si la liberté d'expression est essentiellement négative et exige surtout de l'État une non-intervention, obligation de respect, la liberté académique implique en outre des statuts, etc. Mais la dimension positive de la liberté académique renvoie avant tout à l'autorégulation disciplinaire de la communauté scientifique, des enseignants-chercheurs,
à travers la discussion argumentée entre pairs. C'est cette communauté scientifique souveraine en son ordre et autorégulée qui est le lieu propre de l'autonomie épistémique collective et de la co-responsabilité qu'elle implique. La liberté académique est ainsi marquée par une responsabilité positive partagée à l'égard du savoir et de ses effets sociaux, comme contrepartie de la protection renforcée dont elle jouit, renforcée par rapport à la liberté d'expression. Elle n'est pas seulement une liberté du savoir contre les contraintes et menaces externes, elle est aussi une liberté pour le savoir, déterminée par les contraintes internes du savoir, une liberté fonctionnelle, finalisée par les trois missions de l'université, produire, transmettre et, disons, valoriser des connaissances scientifiques. La liberté académique désigne ainsi l'ensemble des droits, obligations et conditions nécessaires pour la réalisation des missions de l'université. Les obligations corrélatives de cette liberté, en termes de rigueur, d'intégrité scientifique, ne justifient pas pour autant qu'elle puisse être limitée par n'importe qui, de n'importe quelle façon et sous n'importe quel prétexte. Elles doivent être définies non pas par des instances externes, mais par une autoréflexion collective sur ces missions, les missions de l'université, menées collégialement au sein des communautés scientifiques, en veillant à ce que la qualité scientifique des interventions soit jugée dans des débats contradictoires, selon des critères pluralistes, disciplinaires et interdisciplinaires. Se pose alors la question du statut de ces droits et de l'identité de leurs titulaires. Ça a été évoqué par le discours inaugural. Dans les textes juridiques nationaux et internationaux, la question du statut normatif et de l'extension de la liberté académique fait l'objet de variations importantes. De même, dans la littérature théorique, on trouve un spectre de conceptions qui propose des réponses très différentes aux questions du statut normatif de la liberté académique. Est-ce que c'est un privilège professionnel, un principe constitutionnel, éventuellement un droit humain, un droit fondamental? Sur la question de ses titulaires, qui en jouit, plus ou moins, uniquement les professeurs statutaires, certains auteurs défendent cette thèse un peu restrictive, ou bien également les chercheurs et enseignants non nommés, mais aussi les étudiants et les universités elles-mêmes, et sur la question aussi du lien plus ou moins essentiel entre liberté académique et démocratie, voire justice sociale. Or, s'il y a de bonnes raisons de soutenir que l'exercice plein et entier, la jouissance pleine et entière de la liberté académique suppose des conditions statutaires et professionnelles, il y a aussi de bonnes raisons de compléter cette conception stricte, visant le noyau dur de la liberté académique, par une conception plus large, permettant son ouverture à d'autres acteurs et à d'autres espaces. Le fait que la liberté académique ne puisse être réduite à un privilège corporatiste ou à un statut professionnel est déjà attesté par le fait qu'elle est au centre de toute une série de droits fondamentaux bien établis, débordant d'ailleurs le cadre de la liberté d'expression. Droit à l'éducation, liberté d'enseigner, liberté d'association, droit à la culture, droit à l'information, etc. Mais on peut aller plus loin et défendre l'idée qu'un droit fondamental spécifique, lui aussi, est sous-jacent à la liberté, dont on trouve l'expression explicite dans l'article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais aussi dans d'autres textes onusiens, certes non contraignants, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 27 alinéa 1, que je cite, qui est toute personne a le droit de... Je ne sais pas si c'est là. Non, oui. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Fin de citation. Donc c'est un texte qui n'est pas contraignant, mais qui est un texte de référence pour l'ensemble des traités et conventions sur les droits fondamentaux. Les titulaires de ce droit fondamental ne seraient alors pas seulement les universitaires statutaires, mais toute personne humaine, voire l'humanité, si l'on suit la définition que propose Paul Ricoeur, qui cite en cela Karl Jaspers, dans un texte important qu'il a écrit alors qu'il avait été suite aux événements de Nanterre. Je cite Ricoeur, dans la conception libérale de l'université, la liberté académique n'a pas d'autre origine que le droit de l'humanité à poursuivre quelque part la recherche de la vérité sans contrainte. Fin de citation. Sur la base de cette formulation, on peut esquisser un argument communicationnel, lié à la logique de la communication,
pour contribuer à justifier une assise de la liberté académique dans la logique des droits humains. Si l'activité scientifique est une activité communicationnelle, bien de raisons de le penser, elle suppose un émetteur et un récepteur, ou plutôt différents types de destinataires. La production des connaissances s'adresse d'abord aux pairs qui éprouvent leur validité disciplinaire, c'est la première étape, au moins sur le plan logique. La transmission des connaissances s'adresse ensuite aux étudiants qui éprouvent quant à eux l'intelligibilité commune de ces connaissances, et parfois c'est compliqué. La valorisation des connaissances scientifiques s'adresse enfin au public le plus large qui éprouve la pertinence sociale de ces connaissances, leur valeur économique, démocratique, culturelle, industrielle, technologique, etc. Or, comme le notait déjà Fichte, que j'ai mentionné il y a un instant, le droit de donner, le droit de produire, de transmettre, de disséminer les connaissances, le droit de donner suppose le droit de recevoir, c'est-à-dire au moins d'avoir accès aux connaissances, un accès matériel autant que cognitif, soit le droit d'entrer en communication pour donner du sens à ce qu'on reçoit. À ce titre, on peut soutenir que la liberté académique est fondée, en principe, sur un droit de toute personne humaine à participer librement, plus ou moins activement, plus ou moins directement, évidemment, à la recherche de la vérité scientifique, un droit à la science comme bien commun de l'humanité, au sens d'un droit solidarité pour les juristes, droit solidarité à l'instar du droit à la paix ou à un environnement sain, qui n'est pas un droit individuel, qui est un droit collectif. Certes, ce droit fondamental collectif, droit à la science, ne donne pas lieu à un droit subjectif pour chaque individu qui serait opposable devant un juge. En pratique, son exercice plein et entier est limité par des conditions institutionnelles et statutaires qui sont assez strictes. C'est le principe du quelque part, cité par Jaspers et Ricoeur, le droit de mener quelque part la recherche de la vérité. Quelque part désigne la nécessité de construire une communauté scientifique autorégulée, protégée des pouvoirs extérieurs et limitée par des règles de sélection disciplinaires. Mais à partir de ce quelque part, dont l'accès est limité et conditionné, notamment par le recrutement, peut s'ouvrir un ailleurs, soit un espace critique de discussion composé non seulement des universitaires statutaires, mais de tous les interlocuteurs dont ils ont besoin pour construire, pour tester, pour laisser contester la pertinence et la valeur scientifique et extra-scientifique des problèmes, des hypothèses, des arguments qu'ils proposent au public. Le droit de l'humanité à la science se distribue alors dans des droits académiques dérivés, individuels et collectifs, plus ou moins protecteurs en fonction du statut reconnu par les institutions censées habiter ce quelque part. La jouissance de la liberté académique ne devrait donc pas seulement concerner les professeurs statutaires, comme c'est le cas dans certains pays, mais aussi les enseignants-chercheurs qui ne sont pas nommés, les étudiants, qui sont les titulaires pionniers de la liberté académique sur le plan historique, les universités elles-mêmes en tant qu'institutions, et les chercheurs et chercheuses non universitaires. Le niveau de protection des droits garantis par la liberté académique est alors en corrélation avec le niveau de responsabilité institutionnelle et de contrôle de la qualité du travail scientifique associé à un statut disciplinairement reconnu. Les droits statutaires dont jouissent les professeurs les exposent en même temps, en principe, à des contrôles disciplinaires plus stricts, notamment le peer review, que ceux auxquels sont soumis les étudiants, lesquels ont bien des droits de participation à l'autogestion de l'université, plus ou moins selon les pays, mais pas les mêmes droits que les enseignants-chercheurs dans la construction des programmes d'études, ça va de soi. Les universités, en tant qu'institutions, ont des droits de gouvernance et de représentation plus étendus que ceux de leurs membres individuels, mais elles sont corrélativement tenues à des responsabilités et des devoirs de réserve institutionnelle dans leur communication publique, comme le montre très bien Cécile Laborde sur son article sur la réserve institutionnelle. La liberté académique se distribue ainsi en droits et en responsabilités différenciées selon la place et les fonctions que les acteurs occupent dans la communauté scientifique. Ce qui se dessine ici, c'est une structure dynamique de la liberté académique selon un modèle en cercle concentrique ou en spirale, qui permet d'articuler un centre de gravité ou un noyau dur et des cercles progressivement plus larges et étendus.
L'utilité heuristique de ce modèle en spirale consiste à articuler une conception stricte de la liberté académique et concentrée sur le noyau dur des droits et obligations qu'elle implique, avec une conception plus large qui a été évoquée en introduction, plus ouverte à des acteurs et des espaces moins directement liés éventuellement à l'université, permettant de relier les différents pôles de la dialectique de ce concept, soit les tensions entre finalité interne et externe du savoir, entre espace fermé et espace ouvert, entre indépendance individuelle et autonomie collective. Et plus généralement, ça permet d'assumer la tension entre le principe de légitimité épistémique et le principe de légitimité démocratique. Outre la différenciation des cercles concentriques, l'image de la spirale permet de figurer, de mettre en image, de figurer une continuité progressive entre les niveaux de protection et de mise en œuvre de la liberté académique. Ainsi, sur le plan de la titularité, donc qui jouit du droit, les enseignants-chercheurs occuperaient le noyau dur de droit. Alors, ceci est un état de fait, on peut aussi le justifier de jure. Ils occupent le noyau dur des droits de protection et d'obligation, du fait du lien entre recherche et enseignement qu'ils sont censés incarner de manière privilégiée. Entourés progressivement du cercle des étudiants, puis de l'université en tant qu'institution dont l'autonomie organisationnelle constitue l'une des garanties de la liberté académique, et enfin d'un cercle plus large, encore regroupant des chercheurs et des chercheuses non universitaires. Je précise bien qu'il ne s'agit pas ici d'un ordre axiologique, ce n'est pas un ordre de valeur, il s'agit d'une progression dans le niveau de droit dont on jouit, dont les titulaires jouissent. Sur un autre plan, sur le plan du statut normatif, de quoi s'agit-il, de quel type de droit il s'agit? Le noyau dur de la liberté académique en fait effectivement un droit professionnel, individuel, attaché donc à des personnes, mais entouré ensuite d'une constellation de droits fondamentaux, individuels et collectifs, droit à l'éducation, liberté d'association, droit à la culture, droit à la participation, notamment participation dans les instances démocratiques et de décision d'université, prolongé enfin par des leviers de participation démocratique. Enfin, sur le plan de la logique de la communication, le modèle dialectique en spirale permet de penser une médiation entre trois types d'espaces de discussion. L'espace académique, fondé sur un primat du principe épistémique sur le principe démocratique, et l'espace public, le dernier espace, qui soumet à l'inverse les sciences à un examen démocratique, se rencontrent et se relient dans ce qu'on peut appeler un espace critique, traversé par les échanges et les mises à l'épreuve réciproques entre les connaissances bien justifiées des communautés académiques et les opinions bien formées des publics non universitaires. C'est à ce point d'intersection qu'une réarticulation positive entre liberté académique et liberté d'expression, intra- et extramuros, donc au sein de l'université et en dehors de la salle de cours, peut être repensée dans la continuité différenciée d'un processus d'auto-formation collective du public démocratique. D'une part, la liberté académique complète la légitimité démocratique de la liberté d'expression, des opinions, par l'exigence épistémique d'une formation du jugement et d'une justification des opinions, ce que Robert Post appelle la compétence démocratique. D'autre part, à l'inverse, la liberté d'expression dont jouissent tous les experts, les non-experts, que sont aussi par définition tous les experts dès qu'ils sortent de leur domaine d'expertise, ce qu'ils font inévitablement et plus souvent qu'ils ne voudraient le croire, complète à son tour, donc la liberté d'expression dont jouissent les non-experts, complète à son tour la liberté académique en exposant les connaissances scientifiques à des épreuves non disciplinaires de leur validité, de leur sens et de leur pertinence à travers les exigences propres d'un débat démocratique entre experts et non-experts. De ce point de vue, la compétence démocratique n'est plus seulement comprise comme une formation scientifique du public, mais tout autant comme une formation démocratique des communautés scientifiques, confrontée à des arguments, à des méthodes, à des objectifs d'enquête qui déstabilisent utilement les pratiques et habitudes universitaires sur des questions d'intérêt commun. Cet enjeu de la discussion publique entre experts et non-experts engage la notion d'autorité scientifique. J'en ai bientôt terminé. Contrairement à la compréhension de soi traditionnelle que se donnent les autorités politiques ou religieuses, l'autorité scientifique a ceci de particulier qu'elle ne tend pas à dissuader l'expression de critiques à son encontre, mais qu'elle a au contraire pour spécificité de les encourager.
et de s'en nourrir pour s'augmenter comme autorité. L'autorité scientifique s'augmente par les critiques. L'autorité scientifique a ceci de propre qu'elle produit des normes explicitement vouées à être critiquées. Les pratiques et discours scientifiques produisent sans cesse des normes, des méthodes, des concepts, des standards, des paradigmes pour pouvoir critiquer d'autres normes, mais aussi pour se soumettre à leur tour à la crise. Est alors reconnu comme autorité scientifique ce qui résiste durablement à la critique tout en s'y exposant sans cesse. C'est cette exposition à la critique qui doit fonder et renforcer la confiance sociale dans le savoir et l'autorité scientifique, confiance sociale dont on sait qu'elle est fortement abîmée, voire en crise ces dernières années, voire décennies. Et c'est sur la base de cette autorité scientifique, qui n'est jamais seulement celle d'un individu, mais toujours aussi celle d'une communauté scientifique, constamment exposée aux critiques du public, que l'université peut constituer un contre-pouvoir, ou un pouvoir contre-institutionnel dans l'architecture de l'état de droit démocratique contemporain. C'est parce que son autorité se fonde et s'accroît sur la base de l'exercice de la critique scientifique et sociale. C'est pour cette raison qu'elle fonde un contre-pouvoir sans contrainte que la critique oppose tant au pouvoir institutionnel qu'à l'expression des intérêts de la société civile et des opinions dans l'espace public. L'espace critique qu'elle contribue à faire vivre et à réguler formerait à cet égard quelque chose comme un quatrième pilier, question un peu spéculative, un quatrième pilier dans l'architecture de l'état de droit démocratique. Dans une vision moderne et faillibiliste du savoir, une vision selon laquelle le savoir n'est jamais définitif, on ne peut pas préjuger des contours toujours contestables et mouvants de la différence entre science et non-science. À la lumière du modèle dialectique en spirale, une pragmatique de la liberté académique nous oblige à dépasser une conception strictement corporatiste et défensive de la liberté académique. L'université comme tour d'ivoire, la science comme poule aux œufs d'or, pour la promouvoir dans des plaidoyers plus constructifs, pour inventer des articulations et des alliances entre l'université et les publics non universitaires. L'école comprendront d'autant mieux l'intérêt commun qu'il y a à défendre la liberté académique qu'ils participeront effectivement, souvent très indirectement, il faut le dire, à la vie de la science, présentée comme un processus formatif et exploratif, et non comme un ensemble de résultats tout faits, prêts à être digérés par simple vulgarisation. Si la contribution du public à la science se fait uniquement par l'impôt ou par les fonds privés, on ne peut pas s'étonner que ce public s'impatiente des retours sur investissement et des résultats utilitaires. Une pragmatique de la liberté académique doit chercher à faire vivre les tensions dialectiques du contrat social académique et non à les résoudre. C'est ma conclusion. Elle doit se nourrir des perspectives divergentes des différents acteurs, organes et communautés qui sont concernés directement ou indirectement par elle et qui, par leur position, peuvent avoir plus ou moins de lucidité critique, plus ou moins d'obligations institutionnelles, plus ou moins de liens avec des acteurs externes, publics ou privés. Ainsi, comme le notait déjà Humboldt, les étudiants et étudiantes peuvent parfois, c'était surtout des étudiants à l'époque, parfois avoir une pensée moins prévenue que leurs professeurs par rapport à certains conformismes disciplinaires, mais aussi une parole plus libre face à certaines pressions opérées sur les institutions universitaires. À l'inverse, là où des étudiants, et à plus forte raison des ministres, menacent ou perturbent la liberté académique des étudiants, c'est à l'institution de protéger ces derniers. Une approche pragmatique est dans cela éminemment contextuelle et doit rester attentive au fait que n'importe quel acteur, dans et en dehors de l'université, ne peut s'avérer tantôt garant, tantôt obstacle, tantôt levier, tantôt menace pour la liberté académique. La vigilance doit donc se diriger tous azimuts, autant face aux injonctions intériorisées que face aux intimidations externes, autant face aux normes néolibérales qu'aux offensives illibérales. La bonne santé de la liberté académique exige une vigilance critique et réflexive qui doit se cultiver collectivement et individuellement en s'appuyant sur l'essaimage de groupes indépendants de l'institution, mais ancrés en elle, des sortes de conseils interuniversitaires, interdisciplinaires et intercorps, exerçant collégialement la co-responsabilité à l'égard de la liberté du savoir et de ses effets sociaux, pour ne pas laisser à quelques autorités la lourde tâche de décider seules des contours de cette liberté complexe et méandreuse. Il faut penser et veiller en spirale, poursuivre ces contours et former un espace de protection qui soit en même temps un espace de promotion de la science. Quelle plus belle image alors pour résumer
cette idée que la coquille d'escargot, à la fois protectrice et fragile, à la fois refuge et véhicule, formée par lente sédimentation d'un mouvement persévérant de retour sur soi, la coquille d'escargot est le symbole de la première des libertés académiques, celle d'une science libre de prendre le temps de chercher, de se former et de former ceux et celles qui la forment. Je vous remercie pour votre attention. Donc, merci pour cette présentation. Donc, l'idée, c'est de prendre peut-être une ou deux questions plutôt de précision, sans rentrer dans un débat de fond ici. S'il y a des questions qui seraient, disons, un peu techniques ou un peu d'éclairage d'un point de détail. Tout a été parfaitement clair. Oui, peut-être une alors. Oui. Personne Rachid, moi je pose l'interpelle. Sur les rapports entre la liberté académique, alors j'interviens en tant qu'enseignant-chercheur naturellement. Sur les rapports entre la liberté académique, la liberté d'expression et les libertés en général, il y a des choses très, très contradictoires qui sont dites. Enfin, en tout cas, c'est un des aspects sur lesquels il y a des affirmations très différentes qui peuvent être constatées. Et par exemple, Olivier Beau, dans son ouvrage sur la liberté académique en danger, dit qu'il y a les droits de l'homme d'un côté, puis il y a les libertés académiques de l'autre, et ça n'a rien à voir. Alors, moi, comme juriste, je suis très dubitative sur cette. Alors, déjà, je trouve que l'argument qui est mis en avant par Olivier Beau est très faible. Il dit si c'était un droit de l'homme, tout le monde serait titulaire de ce droit. Donc, comme on n'est pas tous titulaires du droit, voilà. Bon, je pense que ça, c'est un argument qui ne veut pas. Mais moi, j'entends tous les arguments qui sont mis en avant. Je m'interroge quand même parce que on a. Alors, déjà, quand on aborde une liberté comme la liberté d'expression, par exemple, si on regarde du côté de la liberté professionnelle des journalistes, il faut aussi des institutions, des moyens, des garanties, un accompagnement, etc. Donc, des choses un peu comparables. Ensuite, on a parfois des libertés qui sont un petit peu des libertés de gigogne, la liberté d'association, on peut comprendre la liberté syndicale comme une déclinaison, et la liberté syndicale, c'est dans un cadre professionnel. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Et puis ensuite, il y a des indicateurs quand même, alors là, qui ont rien du tout à voir, enfin, qui ne sont pas juridiques, c'est que quand on regarde, par exemple, la manière dont la liberté en sciences humaines et sociales, par exemple, s'exerce dans un État comme la Chine. Il y a une recherche qui peut être menée, etc., sans difficulté, sur certaines thématiques, pas sur d'autres. Et on voit bien quand même que ça a à voir avec la manière dont l'État s'approprie la liberté d'expression, la tolère pas quand même. Et puis il y a d'autres indicateurs. Il y a une étude qui a été faite dans Nature sur les États pour lesquels les rétractations d'articles sont les plus importantes. Alors après, il faudrait creuser. On y trouve la Chine, la Russie, l'Iran, etc. J'ai l'impression que ça, c'est une question qui est plutôt de lancer le débat qu'on va faire après la deuxième intervention que les questions plus de précision et technique. Donc peut-être une réponse très rapide. Et on reviendra dessus, bien entendu, après la deuxième intervention. Très rapidement, je suis d'accord avec le fait que c'est une des questions les plus techniques dans les débats, dans les recherches actuelles sur la liberté académique, c'est-à-dire le statut normatif. Est-ce que c'est un droit simplement professionnel ou un droit fondamental? Il y a plusieurs raisons de considérer que c'est un droit fondamental. On a eu un colloque sur la liberté académique à Nantes, Olivier Beau était là et j'ai défendu cette thèse que ce n'était pas limité à un droit professionnel et considérait qu'il y avait de bonnes raisons effectivement de changer peut-être de point de vue là-dessus. Mais de toute façon, c'est pas un droit fondamental au même titre par exemple que la liberté d'expression. Donc, comme vous avez tout à fait raison de dire que c'est pas parce que c'est un droit simplement individuel et inconditionnel que c'est pas un droit fondamental, parce que la liberté de la presse est aussi un droit
liés à l'exercice d'une profession. Il y a toute une série de droits collectifs. Donc, c'est pour ça que je fais une analogie aussi avec les droits solidarité, les droits collectifs. Je pense qu'il y a plusieurs indices que c'est un droit fondamental, mais pas comme les autres, qui s'articulent différemment. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un modèle différencié entre un noyau dur, qui est effectivement lié à un statut et des conditions professionnelles, et donc qui n'est pas du même ordre que le droit à l'éducation, par exemple, et d'articuler ça avec d'autres droits fondamentaux, parce qu'il me semble que la liberté académique, si on en a une conception riche et complète, implique de toute façon des droits fondamentaux. C'est plutôt un groupe, un foyer de droits fondamentaux, je dirais, qu'un droit de l'homme ou un droit humain spécifique, même si on peut le fonder sur un droit de l'humanité, peut-être à la science. C'est une proposition un peu spéculative, mais mériterait d'être creusée. Mais je suis d'accord avec vous, c'est une question complexe. Et en tout cas, c'est insatisfaisant de considérer que c'est simplement un droit professionnel